Le 9 juillet 1961, le ciel au-dessus du champ d'aviation de Tachino, en banlieue de Moscou, vibrait d'une tension particulière. Des milliers de citoyens soviétiques s'étaient rassemblés pour célébrer la journée de l'aviation, cette fête militaire officielle que l'Union soviétique organisait chaque année avec une mise en scène soigneusement calculée. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se préparait. Parmi la foule se trouvaient des représentants occidentaux, invités par Moscou à assister au spectacle aérien, une invitation rare et délibérée, destinée à envoyer un message clair à l'ennemi de l'autre côté du rideau de fer. Soudain, 10 appareils d'une forme étrange fendirent le ciel à une vitesse que peu de personnes présentes avaient déjà vue de leurs propres yeux. Les représentants de l'OTAN se figèrent. Ces machines au fuselage tubulaire, au nez pointu comme une aiguille et aux ailes en flèche prononcées ne ressemblaient à rien de connu dans les arsenaux occidentaux. Leur performance en vitesse évoquait dangereusement celle du Convair B-58 Hustler américain, le bombardier supersonique le plus avancé que les États-Unis possédaient à cette époque. L'Union soviétique venait de dévoiler son premier bombardier capable de franchir le mur du son, et elle l'avait fait en public, délibérément, sous les yeux de ses adversaires. Dès le lendemain, les rapports affluèrent vers les quartiers généraux de l'OTAN. Les analystes cherchèrent un nom de code pour cet appareil mystérieux. Le premier surnom proposé fut « Bullshot », mais il fut jugé trop vulgaire pour figurer dans les documents officiels. Le second, « Beauty », semblait bien trop flatteur pour désigner un bombardier soviétique. C'est finalement le troisième nom qui s'imposa durablement, « Blinder », l'aveuglant. Un nom qui, sans le savoir, résumait parfaitement la double nature de cet appareil, impressionnant de l'extérieur, mais aveugle sur bien des plans essentiels. Pour comprendre comment ce bombardier est aimé, il faut remonter au cœur des années 50, au moment où la guerre froide atteignait une intensité nouvelle. L'Union soviétique avait besoin d'un bombardier capable de frapper le territoire américain à grande vitesse, un appareil qui rendrait obsolètes les défenses aériennes occidentales par sa seule vitesse. Deux grands bureaux d'études se disputaient alors la suprématie dans ce domaine, le bureau Myasitchev et le bureau Tupolev. Andrei Tupolev, fondateur et directeur de l'OKB 156, était à cette époque l'une des figures les plus puissantes de l'aéronautique soviétique. En 5 décennies de carrière, il avait personnellement supervisé le développement de plus de 100 appareils civils et militaires. Son Tu-16, bombardier à réaction de moyenne portée, était l'un des piliers de l'aviation soviétique. Mais le Tu-16 était subsonique, et les temps exigeaient désormais autre chose. En 1954, après que ni le projet Tupolev ni le projet Myasitchev n'eurent démontré une portée suffisante pour atteindre les États-Unis, le gouvernement soviétique lança un concours officiel pour un nouveau bombardier supersonique à long rayon d'action. Tupolev soumit plusieurs versions préliminaires avant de retenir la seconde, le projet 105, un bombardier supersonique de portée moyenne dont la conception s'appuyait fortement sur les bases établies par le Tu-16, tout en intégrant des solutions radicalement nouvelles. Le projet fut approuvé par le gouvernement soviétique en août 1954, malgré de nombreuses objections au sein du Parti communiste. Certains responsables estimaient que l'avenir appartenait aux missiles balistiques, non aux bombardiers habités. Mais Tupolev tint bon, et les travaux commencèrent. Le fuselage fut conçu en forme de tube allongé, avec un nez effilé et un cockpit en escalier d'une conception particulièrement originale. Le pilote était positionné légèrement en avant et à gauche, afin d'améliorer sa visibilité. L'officier armement prenait place derrière lui, tandis que le navigateur était installé en dessous, à l'intérieur même du fuselage. Cette disposition inhabituelle rendait la coopération entre les membres d'équipage particulièrement complexe. Mais la véritable révolution technique du projet 105 résidait dans ses sièges éjectables. Contrairement à la quasi-totalité des appareils de l'époque, dont les sièges éjectaient vers le haut, ceux du Blinder éjectaient vers le bas. Cette décision d'ingénierie avait une logique précise. Éviter que l'équipage ne soit projeté contre la dérive verticale lors d'une éjection à grande vitesse. Cependant, cette solution créait une contrainte opérationnelle dramatique. L'altitude minimale pour une éjection en toute sécurité était fixée à 350 mètres, ce qui rendait toute survie impossible en cas d'accident au décollage ou à l'atterrissage, les deux phases de vol les plus dangereuses. Pour monter à bord, l'équipage devait descendre les sièges sur des rails,
grimper par des échelles extérieures fixées au fuselage, s'installer, puis être remonté mécaniquement dans le cockpit. Une procédure longue, inconfortable et sans équivalent dans aucune autre aviation du monde. Le premier prototype du projet 105, équipé de moteur BD-7M, effectua son vol inaugural le 21 juin 1958, aux commandes du pilote d'essai Youri Alachine. Le résultat fut immédiatement décevant. Ni la vitesse ni le rayon d'action n'atteignaient les seuils exigés par l'armée soviétique. Le bureau Tupolev se lança alors dans une série de modifications profondes. Le prototype remanié, désormais baptisé 105A, fut équipé de moteurs plus puissants et effectua son premier vol le 7 septembre 1959. La production en série débuta cette même année à l'usine numéro 22 de Kazan, sous le nom de code TU-22. Le monstre supersonique existait. Il allait bientôt montrer à quel point il pouvait être imprévisible. Dès les premiers vols de série, les pilotes soviétiques affectés au TU-22 découvrirent une réalité que les ingénieurs du bureau Tupolev avaient soigneusement évité d'évoquer lors des présentations officielles. Le cockpit de cet appareil n'avait aucun équivalent dans l'aviation soviétique de l'époque. Les pilotes habitués au TU-16, sélectionnés parmi les meilleurs de leur régiment précisément parce qu'ils maîtrisaient les avioniques complexes de ce prédécesseur, se retrouvaient face à un tableau de bord entièrement repensé, rempli de leviers, de manettes et de commutateurs dont la logique semblait défier l'intuition. Sur le TU-16, le copilote partageait la charge de travail et prenait en charge une grande partie des opérations avioniques. À bord du Blinder, il n'y avait pas de copilote. Le pilote était seul face à cette complexité, et les accidents qui s'enchaînèrent durant les premières années d'exploitation trouvèrent probablement leur origine dans cette désorientation profonde des équipages. Pour tenter de réduire le nombre d'incidents, les autorités soviétiques mirent en place une version d'entraînement biplace du TU-22, dotée d'un second cockpit surélevé permettant à un instructeur de suivre les manœuvres du pilote en formation. Mais seulement 46 exemplaires de cette version furent produits, un chiffre nettement insuffisant au regard des besoins réels des régiments. Les résultats de ce programme d'entraînement restèrent décevants, et les incidents continuèrent de se produire à un rythme préoccupant. Mais parmi tous les problèmes que recelait le Blinder, l'un d'eux dépassait en absurdité tout ce que les observateurs extérieurs auraient pu imaginer. Il concernait non pas les moteurs, ni l'aérodynamique, ni les systèmes d'armes, mais l'air que respirait l'équipage. Le TU-22 était équipé d'un système de conditionnement d'air par prélèvement sur les compresseurs des réacteurs. À haute altitude, cet air prélevé atteignait des températures extrêmement élevées avant d'être injecté dans la cabine, et il devait impérativement être refroidi avant d'atteindre les membres d'équipage. Pour résoudre ce problème thermique, les ingénieurs avaient installé un évaporateur à perte totale, un système qui consommait en permanence un liquide de refroidissement sans le récupérer ni le recycler. Ce liquide était composé à 60% d'eau distillée et à 40% de vodka. De la vodka pure, en circuit ouvert, embarquée en quantité significative à chaque mission. Ce choix n'était pas le fruit d'une fantaisie soviétique. La vodka, par ses propriétés physiques et son point de congélation très bas, constituait un antigel efficace et disponible en grande quantité dans les chaînes d'approvisionnement militaires soviétiques. Du point de vue strictement technique, la solution était fonctionnelle. Du point de vue humain, elle ouvrait une brèche que certains membres d'équipage n'hésitèrent pas à exploiter. Le liquide de refroidissement, bien que mélangé à de l'eau distillée, restait suffisamment alcoolisé pour être consommé, et des équipages commencèrent à en prélever discrètement avant et pendant les missions. Le phénomène prit rapidement une ampleur que les commandants de régiment ne purent ignorer. Plusieurs pilotes et membres d'équipage développèrent une dépendance à l'alcool, et des incidents de comportement, aussi bien en service qu'en dehors, furent directement attribués à la consommation de ce liquide de bord. L'appareil qui devait incarner la puissance technologique soviétique avait engendré une forme d'alcoolisme institutionnel, et les équipages du Blinder se virent attribuer un surnom qui fit le tour des bases aériennes soviétiques, le porteur supersonique de vodka. Les autorités finirent par interdire formellement la consommation du liquide de refroidissement, ou du moins par tenter de l'encadrer sévèrement. Mais l'interdiction n'effaça pas les conséquences déjà bien installées dans certaines unités. Et pendant ce temps,
D'autres problèmes techniques continuaient de s'accumuler. Le blinder présentait une tendance marquée à l'échauffement aérodynamique lors des vols à grande vitesse, un phénomène que les ingénieurs avaient sous-estimé lors de la phase de conception. La visibilité depuis le cockpit lors de l'atterrissage était sérieusement compromise par un panneau de structure qui obstruait partiellement la vue sur la piste. La vitesse d'approche à l'atterrissage restait trop élevée, même après plusieurs tentatives de correction, rendant chaque posée un exercice à haut risque, même pour les pilotes les plus expérimentés. Ces difficultés s'accumulaient, alors même que l'appareil venait d'entrer officiellement en service en 1962. Dès cette même année, il devint évident pour les responsables militaires soviétiques que le Tu-22 n'offrait aucune amélioration réelle par rapport au Tu-16 qu'il était censé remplacer. Sa portée opérationnelle restait insuffisante pour atteindre le territoire américain depuis les bases soviétiques. Son taux de disponibilité technique était médiocre, et sa maintenance exigeait des ressources humaines et matérielles considérables. Les meilleurs pilotes de l'aviation soviétique, ceux qui avaient été sélectionnés pour voler sur le blinder, reconnaissaient en privé que cet appareil leur inspirait une crainte que peu d'autres machines avaient suscitée. Voler sur le Tu-22 n'était pas un honneur recherché. C'était une épreuve que l'on traversait en espérant en ressortir intact. Au milieu des années 60, la situation du programme Tu-22 atteignit un point critique. Nikita Khrouchtchev, alors à la tête de l'Union soviétique, avait progressivement perdu confiance dans les bombardiers habités au profit des missiles balistiques intercontinentaux. Pour lui, l'avenir de la dissuasion nucléaire soviétique reposait sur des engins guidés, rapides et impossibles à intercepter, non sur des appareils pilotés dont les performances restaient en deçà des attentes. Le Tu-22, avec ses problèmes chroniques et son incapacité à menacer directement le territoire américain, incarnait précisément le type de programme que Khrouchtchev souhaitait éliminer. La menace d'annulation pure et simple planait sur l'ensemble du bureau Tupolev. Face à cette pression politique croissante, Andreï Tupolev fit ce qu'il avait toujours fait dans les moments difficiles. Il chercha des solutions là où d'autres n'auraient vu que des obstacles. Plutôt que de défendre un appareil dont les lacunes étaient désormais connues de tous, il proposa de transformer le Tu-22 en une famille de variantes spécialisées, chacune conçue pour remplir une mission précise que les missiles balistiques ne pouvaient pas accomplir. Cette stratégie visait à démontrer que le blinder avait encore une valeur opérationnelle réelle, à condition d'être utilisé différemment. La première variante significative fut le Tu-22K, un porteur de missiles stand-off. Cet appareil fut modifié pour emporter un seul missile K-22, une arme de grande taille suspendue sous le fuselage central. Le missile K-22 était conçu pour être lancé à distance de sécurité des défenses ennemies, permettant à l'équipage de frapper des cibles sans pénétrer dans les zones les plus dangereuses de l'espace aérien adverse. Cette configuration transformait le blinder en un vecteur d'attaque à distance, une conception qui anticipait les doctrines d'emploi qui allaient dominer l'aviation militaire des décennies suivantes. Cependant, le missile lui-même posait des problèmes d'intégration, et la combinaison de l'appareil porteur et de son armement ne donna jamais entière satisfaction aux équipages et aux planificateurs militaires. La seconde variante d'importance fut le Tu-22P, une version entièrement dédiée à la guerre électronique. Cet appareil fut équipé de systèmes de brouillage et de collecte de renseignements électromagnétiques, lui permettant d'opérer en soutien des formations de bombardiers en perturbant les radars et les systèmes de communication adverses. Certains de ces appareils furent également configurés pour des missions de reconnaissance photographique, ajoutant une dimension supplémentaire à leur capacité. La doctrine d'emploi prévoyait qu'un escadron de Tu-22P serait affecté à chaque régiment de bombardiers, formant ainsi un bouclier électronique mobile capable d'accompagner les formations d'attaque jusqu'à l'objectif. Ces variantes permirent effectivement au programme de survivre à la pression politique, mais elles ne résolurent pas les problèmes fondamentaux de l'appareil. Les accidents continuèrent de se produire à un rythme qui aurait été inacceptable dans toute autre aviation du monde. Les crashs à l'atterrissage restaient particulièrement meurtriers, en partie à cause de cette vitesse d'approche excessive que les ingénieurs n'avaient jamais réussi à corriger de manière satisfaisante, et en partie à cause de ce panneau de structure qui réduisait dangereusement la visibilité du pilote sur la piste dans les derniers instants avant le toucher des roues. Plusieurs équipages complets furent perdus lors de ces phases critiques. Des hommes soigneusement sélectionnés parmi l'élite des aviateurs soviétiques, sacrifiés non pas au combat, mais lors de manœuvres d'entraînement de routine.
Les sièges éjectables orientés vers le bas, qui devaient théoriquement protéger l'équipage lors des éjections à haute vitesse, se révélèrent être un piège mortel dans les situations d'urgence à basse altitude. Lors des accidents au décollage et à l'atterrissage, l'altitude disponible était systématiquement inférieure aux 350 mètres nécessaires pour que le système fonctionne correctement. Les hommes qui tentaient de s'éjecter dans ces conditions n'avaient aucune chance de survie. Ceux qui choisissaient de rester à bord dans l'espoir de sauver l'appareil mouraient souvent dans l'impact. Le Tu-22 tuait ses propres équipages avec une régularité que même les rapports internes soviétiques, pourtant habitués à minimiser les pertes, ne pouvaient entièrement dissimuler. Malgré tout, la production continua à l'usine de Kazan, et les régiments soviétiques s'équipèrent progressivement des différentes variantes du blinder. L'appareil restait politiquement nécessaire, symbole visible de la puissance aérienne soviétique dans le contexte de la guerre froide, même si ses performances réelles ne justifiaient pas l'investissement consenti. Tupolev lui-même avait compris dès 1962 que le Tu-22 ne représentait pas l'avenir. Cette année-là, alors que les premiers exemplaires de série venaient tout juste d'entrer en service, son bureau commença discrètement les travaux préliminaires sur un successeur radicalement différent. Un appareil à géométrie variable, capable de corriger tous les défauts du blinder. Ce projet allait devenir le Tu-22M. Mais cette histoire appartient à un autre chapitre. Pour l'heure, le blinder devait encore trouver sa place dans un monde qui ne savait pas vraiment quoi faire de lui. Le Tu-22 passa près de 2 décennies dans les régiments soviétiques sans jamais tirer un seul coup de feu en combat réel au nom de l'Union soviétique. Ce n'est qu'en 1989, 26 ans après son entrée en service, que les variantes du blinder participèrent enfin à des opérations militaires soviétiques actives, et ce dans des circonstances particulièrement dramatiques. Le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Lorsque l'armée soviétique commença son désengagement du territoire afghan, la menace aérienne pakistanaise constituait l'une des préoccupations majeures des planificateurs militaires de Moscou. Le Pakistan avait en effet acquis des chasseurs F-16 Fighting Falcon américains, des appareils dont les capacités air-air étaient supérieures à la plupart des aéronefs soviétiques opérant dans la région. Pour protéger les colonnes de retrait et les formations de bombardiers chargées de couvrir le désengagement, les autorités soviétiques déployèrent plusieurs Tu-22P depuis des bases situées sur le territoire de la République socialiste soviétique du Turkménistan. Ces appareils avaient pour mission principale de brouiller les radars pakistanais et de perturber les communications des systèmes de défense aérienne adverses, rendant ainsi beaucoup plus difficile toute tentative d'interception des aéronefs soviétiques par les F-16 pakistanais. En parallèle, des Tu-22P-D, une sous-variante spécialisée dans le brouillage actif à longue portée, escortaient les Tu-22M3 Backfire, les bombardiers de frappe maritime et stratégique qui opéraient depuis ces mêmes bases turkmènes pour des missions le long de la frontière pakistanaise. La combinaison des deux types d'appareils formait un système intégré. Les Backfire frappaient les objectifs désignés, tandis que les blinders créaient un écran électronique qui aveuglait les défenses adverses, une doctrine d'emploi qui correspondait exactement à ce pourquoi le Tu-22P avait été conçu des années auparavant. En marge de leur mission de brouillage, les équipages des Tu-22PD furent également chargés de missions de reconnaissance photographique destinées à évaluer les dommages causés par les frappes précédentes dans la zone de guerre. Pendant que l'Union soviétique utilisait ses blinders comme boucliers électroniques invisibles, d'autres nations qui avaient acquis l'appareil l'employaient de manière beaucoup plus directe et beaucoup moins sophistiquée. La République arabe libyenne avait obtenu plusieurs Tu-22 et les engagea dans un conflit armé à la fin des années 70. Lors de la guerre entre l'Ouganda et la Tanzanie, la Libye soutint militairement le régime d'Idi Amin Dada et envoya un seul Tu-22 effectuer une mission de bombardement contre la ville de Mwanza, située sur les rives du lac Victoria en territoire tanzanien. La mission fit un échec complet. Les bombes manquèrent leurs objectifs, ne causèrent aucun dommage militaire significatif, et le seul résultat concret de cette sortie fut de démontrer les limites opérationnelles sévères d'un appareil utilisé sans préparation adéquate et sans soutien logistique suffisant. La Libye engagea à nouveau ses blinders au cours des années 80, cette fois dans le cadre du conflit qui l'opposait au Tchad et impliquait également le Soudan. Des missions de frappe furent conduites contre des cibles situées sur le territoire tchadien et soudanais,
Mais les résultats restèrent là encore modestes. Le dernier vol enregistré d'un Tu-22 libyen eut lieu le 7 septembre 1992. Après cette date, les appareils libyens furent progressivement retirés du service, vraisemblablement en raison de l'impossibilité croissante de se procurer les pièces de rechange nécessaires à leur maintien en conditions opérationnelles, l'Union soviétique ayant cessé d'exister l'année précédente. L'utilisation irakienne du Tu-22 fut de loin la plus intense et la plus prolongée parmi tous les opérateurs étrangers de l'appareil. De 1980 à 1988, l'Irak engagea ses blinders dans le cadre de la guerre qui l'opposait à l'Iran, un conflit d'une brutalité exceptionnelle qui consomma des ressources militaires considérables des deux côtés. Les Tu-22 irakiens participèrent à des raids aériens contre plusieurs grandes villes iraniennes, notamment Téhéran, Ispahan et Shiraz, aux côtés d'autres appareils soviétiques en service dans l'armée de l'air irakienne, comme les Tu-16, les Su-22 et les MiG-25. Ces frappes contre des centres urbains visaient à briser le moral de la population iranienne et à perturber les capacités industrielles et logistiques du pays. Dans les dernières années du conflit, les Tu-22 irakiens furent également déployés dans le cadre de la guerre des pétroliers, une série d'engagements menés entre 1984 et 1988 contre des navires marchands transitant par le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Ces missions se révélèrent extrêmement coûteuses. L'aviation irakienne perdit 7 Tu-22 au cours de ces opérations et plusieurs autres appareils furent sérieusement endommagés. Les blindeurs irakiens qui avaient survécu à 8 années de guerre contre l'Iran ne virent pas la décennie suivante. Lors de la guerre du Golfe de 1991, les appareils américains détruisirent les derniers exemplaires encore en état sur les bases aériennes irakiennes, mettant un terme définitif à la carrière opérationnelle du Tu-22 en Irak. Ce que les bilans officiels soviétiques tardèrent longtemps à admettre, les pilotes eux-mêmes l'avaient compris dès les premières années d'exploitation. Le Tu-22 était un appareil raté. Non pas dans sa conception de surface, mais dans ses fondations mêmes. L'Union soviétique avait produit une machine impressionnante à regarder voler, capable de franchir le mur du son et d'impressionner les délégations occidentales lors des parades aériennes, mais structurellement inadaptée aux exigences réelles d'une aviation militaire moderne. Sa portée restait insuffisante pour frapper le territoire américain depuis les bases soviétiques, son taux de disponibilité technique était chroniquement bas, et sa réputation auprès des équipages qui devaient le piloter au quotidien était celle d'une machine que l'on craignait autant que l'ennemi qu'elle était censée combattre. Les chiffres de production reflétaient eux-mêmes cette ambivalence. Au total, 311 Tu-22 de toutes variantes sortirent des chaînes de l'usine de Kazan entre 1959 et 1969. Un chiffre significatif pour un programme qui avait failli être annulé à plusieurs reprises, mais bien en deçà de ce qu'aurait justifié un appareil véritablement satisfaisant. À titre de comparaison, le Tu-16 qu'il devait remplacer avait été produit à plus de 1500 exemplaires et servait encore efficacement dans de nombreuses armées de l'air au moment où le blinder était déjà considéré comme obsolète. La leçon que le bureau Tupolev tira de cet échec fut brutale et immédiate. Dès 1962, tandis que les premiers Tu-22 entraient officiellement en service, les ingénieurs travaillaient déjà sur une réponse radicale aux défauts du blinder. Le projet qui en résulta reposait sur un concept alors révolutionnaire dans l'aviation soviétique, la voilure à géométrie variable. Cette technologie permettait à l'appareil de modifier l'angle de ses ailes en vol, adoptant une configuration à faible flèche pour le décollage et l'atterrissage, afin de réduire la vitesse d'approche, puis passant à une flèche prononcée pour atteindre des vitesses supersoniques en croisière. C'était précisément la solution aux deux problèmes les plus meurtriers du Tu-22, sa vitesse d'atterrissage excessive et son manque de polyvalence opérationnelle. Ce successeur, baptisé Tu-22M, n'était pas une simple évolution du blinder, malgré la continuité apparente de sa désignation. C'était un appareil entièrement repensé, plus grand, plus puissant, doté d'une avionique moderne et d'une capacité d'emport en armement sans commune mesure avec son prédécesseur. Ses sièges éjectables fonctionnaient vers le haut, comme sur tous les appareils correctement conçus pour la survie des équipages. Sa visibilité depuis le cockpit lors des phases d'approche était incomparablement meilleure. Et surtout, son rayon d'action lui permettait enfin de remplir les missions stratégiques que le Tu-22 n'avait jamais pu accomplir.
Le Tu-22M entra en service dans les années 70 et fut encore utilisé activement par l'armée de l'air russe en 2017, preuve que les ingénieurs soviétiques avaient cette fois tiré les bonnes conclusions de leurs erreurs précédentes. L'histoire du Tu-22 illustre avec une clarté particulière ce que coûte la précipitation dans le développement d'armements complexes. L'Union soviétique avait approuvé un programme dont les bases techniques n'étaient pas encore matures, sous la pression politique d'une course aux armements qui ne tolérait pas les délais. Elle avait ensuite maintenu en service un appareil qu'elle savait défaillant, pour des raisons de prestige et d'inertie institutionnelle, au prix de la vie de nombreux pilotes et membres d'équipage qui méritaient de voler sur des machines dignes de leurs compétences. Les variantes de sauvetage, le missile stand-off, le brouilleur électronique, avaient permis à l'appareil de trouver une utilité marginale, mais aucune d'entre elles n'avait effacé le constat fondamental. Le blinder n'aurait jamais dû entrer en production dans l'état où il se trouvait lors de ses premiers essais. Ce que le Tu-22 laissa derrière lui, en dehors des épaves dispersées sur les bases soviétiques, libyennes et irakiennes, fut une prise de conscience collective au sein du bureau Tupolev. Chaque défaut du blinder devint une exigence formelle pour son successeur. Chaque accident, chaque perte d'équipage, chaque mission avortée par une panne technique fut intégré dans les spécifications du Tu-22M comme un avertissement gravé dans le métal. Et c'est peut-être là la contribution la plus durable de cet appareil à l'histoire de l'aviation militaire soviétique. Non pas ce qu'il accomplit, mais ce qu'il enseigna à ceux qui construisirent après lui. Si cette histoire vous a captivé, Tactique Aérienne vous invite à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les machines et les hommes qui ont façonné l'histoire militaire.